que vous allez toutes bien. Jolie Serenity, coucou coucou à tous ceux qui arrivent. Je vais attendre 2-3 minutes pour entamer. Coucou Annabella. Bon, il y a des fidèles au poste, hein. J'ai vu Déborah passer. Coucou Science Révélation Personnelle. Bonjour Aurélie. Ah ben oui, mes darling, mes love, la petite Céline. Coucou les girls. 1 heure dans la voiture. Non mais alors là, je vais te dire, on pouvait pas mieux faire. Super. Bon, j'espère que je vais pas vous endormir et que ça va pas être trop soporifique. J'étais un petit peu stressée, je vous avouerai, de faire ce live. Parce que alors je voudrais préciser avant de commencer à papoter avec vous et à vous faire mon petit exposé. Donc déjà je vais rappeler un petit peu le titre, enfin le sujet du live, qui est un live sur le tarot initiatique et la voie initiatique égyptienne et alchimique. Donc ce sont des constatations que j'ai pu faire au travers de mes lectures, au travers d'un certain nombre de recoupements que j'ai pu faire avec des conférences que j'ai pu regarder, voilà, un certain nombre de choses. Coucou Belinda. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager certaines corrélations, voilà, certaines constatations, certaines relations que je peux faire. Sachant que ça reste quelque chose de très personnel et que ce n'est pas une vérité unique, établie, absolue, et que je vous invite à prendre ce qui résonne et à laisser ce qui ne résonne pas. Voilà, moi j'avais à cœur parce que ça m'a habité, je me suis sentie transportée parce que j'ai pu ça et là comprendre, et j'avais vraiment envie de pouvoir l'exposer aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, de pas m'étaler. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter, pas mal de choses à poser, voilà, envie de partager certaines choses avec vous. Donc voilà. Coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui live sur le tarot, les liens que je peux faire entre le tarot, la voie égyptienne et l'alchimie. Alors, pourquoi l'alchimie, pourquoi la voie initiatique égyptienne? J'en ai souvent parlé, je l'ai beaucoup dit. À mon sens, pour moi, voilà, et c'est pas ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me contrediront, je pense. La voie initiatique égyptienne est le cœur de la spiritualité égyptienne, a essentiellement une portée alchimique. Donc quand on parle d'alchimie, on ne parle pas seulement que de faire de l'or ou de transformer des métaux en or. On parle de une voie d'accomplissement et une voie de transmutation personnelle. Alors, soit on passe par simplement son corps et son intériorité, et on passe par une transmutation de soi à soi sans passer par le travail des métaux et la transmutation des métaux, soit on le fait avec la transmutation des métaux. Mais je vais pas rentrer dans cette thématique-là, parce que je ne me définis absolument pas comme alchimiste du tout, mais en tous les cas comme étant en quête de cette initiation alchimique et égyptienne. Alors, vous connaissez tous mon attachement à la culture isiaque égyptienne et à ce que je peux partager régulièrement là-dessus. Mais vous connaissez aussi pour certains mon amour pour le tarot de Marseille, pour toute cette portée archétypale que peut avoir le tarot, et tout ce chemin initiatique dont il est porteur, ce chemin alchimique aussi. Donc j'avais vraiment envie aujourd'hui de pouvoir faire des ponts entre ce que j'ai pu capter ces derniers temps. Alors, pour commencer, je vais redéfinir 2-3 petites choses. Alors, pour moi, les Égyptiens ont une conception de la vie qui est en quête d'immortalité, qui est en quête de l'immortalité de l'âme
et j'ai envie de dire qu'on retrouve cette quête aussi chez les alchimistes parce qu'on parle d'éternelle jeunesse, on parle d'immortalité. Alors, ce qu'il faut comprendre au travers de ces principes d'immortalité, c'est de pouvoir être dans une forme d'unité, dans une forme d'avoir dépassé l'âme a dépassé les vicissitudes de la réincarnation et effectivement est dans cet espace du tout et n'est absolument plus dans le cadre des réincarnations successives et tout ça. Alors, quand on parle des Égyptiens qui sont en quête d'immortalité, on voit très très bien aussi leur quête de lumière. Les alchimistes ont exactement cette même quête de lumière. Cette quête de lumière qui va venir illuminer, transcender la matière. Et on voit très très bien sur le livre des morts égyptien qui s'appelle le livre de la sortie au jour. Et je trouve que c'est très très intéressant parce que on part de quelque chose de très dense, d'obscur, de noir pour arriver vers une forme de lumière, le soleil, le jour, la lumière pure. Les alchimistes partent aussi de cette même quête. Alors je vous fais cet exposé-là pour vous montrer le parallèle entre la culture alchimique et qui est de toute façon née, à mon sens, dans le berceau égyptien, et effectivement l'alchimie peut-être un peu plus moderne que l'on connaît au travers du Moyen-Âge. Alors, aujourd'hui, dans le tarot de Marseille, on va retrouver cette même quête de lumière, cette même quête de transmutation, cette même quête d'avancer et de transcender une forme d'ombre pour aller sur quelque chose de beaucoup plus éthéré, de beaucoup plus abouti, quand on le voit avec le monde, qui est quand même une arcane qui parle de réalisation, et on parle d'un battleur, un petit garçon, un petit être qui démarre son cheminement pour aller jusque, effectivement, sur ce monde, sur la réalisation, sur entouré d'un certain nombre de personnages autour de la carte. Alors, il faut comprendre que dans le tarot de Marseille, à mon sens, on a plusieurs voies initiatiques qui se dessinent, et c'est pas simplement on part du battleur et on arrive au monde et on a toute la voie initiatique. Alors, ça, c'est ma résonance personnelle, c'est pas une vérité absolue encore une fois. Je pense qu'à l'intérieur du tarot de Marseille, de mes constatations, on a plusieurs voies. Pourquoi ? Parce qu'on a des cartes réceptives, des cartes actives, on a des moments, on a plusieurs clés de l'initiation qui forment des morceaux, des tranches et qui forment un tout. Alors effectivement, le tarot de Marseille est initiatique dans sa globalité, mais pour moi, c'est pas comme on pourrait penser un temps linéaire, mais c'est plutôt un temps spiralé. Donc, à mon sens, les arcanes peuvent coexister entre elles, même si elles ne sont pas suivies. Par exemple, si je prends le battleur et le fou, il peut être devant ou derrière à partir du principe où on considère que c'est spiralé. Et c'est pas début et fin, c'est vraiment coexistant l'un et l'autre. Si je prends par exemple la justice et la force qui sont pas forcément ensemble à la suite, forment pourtant une spirale, une boucle à l'intérieur de cet espace de plusieurs cartes où effectivement on va pouvoir retrouver des informations très très intéressantes sur le chemin initiatique. Alors, ce que je voulais expliquer par rapport à ce début et à cette fin dans mon exposé un petit peu initiatique, égyptien, alchimie, je vais quand même donner 2-3 notions. Alors, je vais commencer par le battleur. Alors, le battleur, c'est la carte du début, du commencement, dans tout chemin initiatique. Et dans le tarot de Marseille, il est le 1, l'unité. Et on sait que dans la spiritualité égyptienne, dans les traditions hermétiques, il y a création à partir du moment où il y a agitation. Ça veut dire qu'il y a eu une forme de mise en marche pour que la création, il y ait une sortie de l'unité. Le battleur, c'est ce qu'il va nous proposer. Le battleur, il va nous proposer effectivement de commencer à se mettre en marche. Et effectivement,
à l'instar de la culture égyptienne, quand on voit la cosmogonie par exemple héliopolitaine, où effectivement au départ il y a quelque chose d'incréé, le nous, l'univers, et qu'effectivement de cet univers va s'agiter et va effectivement naître des principes. Plusieurs principes. Donc là, on va commencer à cheminer pour aller vers l'initiation, vers le cheminement et vers effectivement la matière. On voit ici qu'il a plusieurs outils à sa disposition et qu'effectivement, il va commencer à cheminer, en tous les cas à se préparer, à se mettre en action et donc à être dans la matière. Et toute la quête, je dirais initiatique, de cheminement, c'est bien évidemment de sortir du 1, de cheminer, d'expérimenter, de transmuter pour retourner à la suite, à cette lumière, à cette unité. Donc, du coup, on va partir sur le bachelor et ce qui est intéressant, c'est qu'on finit avec le mat. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, chez les Égyptiens, il y a une quête de lumière. Alors, le mat, qu'est-ce qu'il représente, le fou? Il représente celui qui est arrivé à une forme. Il est passé par le monde, il s'est réalisé et effectivement il se remet en chemin. Et il se met en chemin, il est en action, mais il est hors cadre, hors dogme, on le dit hors société. Alors, je voudrais m'arrêter sur ce thème de hors, parce que ça s'écrit H-O-R-S, hors cadre, hors tout ce qu'on veut. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que si on s'attache à la langue des oiseaux et la façon dont on peut prononcer les mots, l'or, O-R, l'or, la quête de la lumière, la quête de l'or, c'est la finalité du mat. C'est-à-dire que le mat, en sortant de la matière, en sortant des règles, en sortant du dogme, peut toucher une forme d'illumination, de révélation, et d'être complètement baigné dans cette lumière parce qu'il est hors cadre et hors vérité établie. Il a trouvé sa vérité, son or intérieur, et donc il est effectivement, à mon sens, hors système matière, mais dans la lumière hors OR. Donc je trouve que c'est très très intéressant parce que les Égyptiens, on sait que voilà, ils avaient cette quête d'absolu. Et cette quête, comme je disais tout à l'heure, de sortir au jour. Et la sortie au jour, c'était aussi avoir passé un certain nombre d'étapes dans la matière, dans l'initiation, pour être totalement et complètement en lien avec leur essence, et la communion avec le divin, le tout. Alors ça c'était pour commencer au niveau des premières arcanes. Alors je vais pas vous faire toutes les arcanes du tarot, mais je vais vous donner quelques pistes en fait sur les arcanes du tarot et sur ce que moi j'ai pu en sortir. Donc ensuite après le bachelor qui s'est mis en chemin et qui effectivement a commencé, est un magicien et a commencé quelque part à vouloir expérimenter, à vouloir trouver autour de tous ces potentiels qu'il a sur la table sa voie, et ben il va effectivement rencontrer la papesse, qui est donc l'arcane 2, et donc on passe du 1 au 2. Et effectivement, on va commencer à avoir une quête, et là, sur la papesse, effectivement, on va se retrouver avec la quête initiatique et la nécessité de commencer à entrer dans le domaine de la connaissance, c'est-à-dire de rentrer dans ce domaine de alors pas le savoir, hein, c'est pas ce que j'apprends de façon intellectuelle, mais c'est vraiment d'aller à la rencontre de connaissances ésotériques, de connaissances intuitives et spirituelles au travers de l'initiation. Et donc les Égyptiens pratiquaient de manière extrêmement développée les fraternités initiatiques, j'en ai beaucoup parlé, et la papesse est détentrice des secrets. Elle est voilée, ça se passe à huis clos, et dans la quête égyptienne et dans la quête de sortie au jour, on passe effectivement par cette papesse que l'on considère comme l'Isis,
l'Isis sombre, l'Isis des profondeurs, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, que j'avais fait sur l'Isis sombre, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue, où effectivement on va être dans la descente, dans la reconnexion, d'aller découvrir à l'intérieur ces ombres, ces secrets, et de pouvoir effectivement se confronter à cette matière. Parce que l'ombre finalement c'est une forme, c'est de la matière, et d'aller connecter tout ça. Et donc forcément on passe par l'initiation et on passe par la papesse. Dans la tradition égyptienne, dans la tradition alchimique, dans toutes les traditions. Hermétiques et ésotériques en tous les cas. Donc ça c'était pour la petite introduction. J'espère n'avoir perdu personne en cours de route. Si jamais c'est trop compliqué, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, là où je voulais appuyer un petit peu mon exposé et faire un lien vraiment très fort avec les Égyptiens. Les Égyptiens sont des peuples d'orfèvres. Ils travaillaient les métaux. Ils étaient très très en lien avec le travail de l'or, le travail des métaux quels qu'ils soient. Et c'était, bon, on le sait, hein, des alchimistes de par des sources aujourd'hui qui sont vérifiables et vérifiées. On retrouve des traités d'alchimie, on retrouve un certain nombre de choses dans les pyramides. Et j'ai souvent parlé de ce peuple qui a effectivement colonisé et qui est arrivé sur les terres égyptiennes il y a plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, et qui étaient des peuples avec une forte ascendance chamanique, totémique. J'en ai beaucoup parlé, ce sont les Chemsou-Or, qui s'écrit donc Or, H-O-R, et qui, ces derniers jours, m'a beaucoup questionné parce qu'on retrouve de nouveau dans le mot or, cette quête de lumière, cette quête de l'or alchimique, de l'or intérieur, de l'or véritable. Et effectivement, les Chemsou-Or sont arrivés en Égypte avec cette comment dire, ce savoir alchimique, cette culture de la fraternité initiatique. Et ce savoir au niveau du travail des métaux. Aujourd'hui, pour moi, ils étaient forgerons, ils avaient vraiment cette culture. C'est vraiment cette culture initiatique. Et aujourd'hui, pour moi, l'arcane qui représente le mieux dans le tarot de Marseille, cette culture du forgeron, du Chemsou-Or, c'est l'ermite. Alors, je vais m'expliquer. Pourquoi j'ai choisi l'ermite et pourquoi je fais un lien avec l'ermite, je vais vous l'expliquer clairement. L'ermite aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit dans les grottes, qui va se retirer dans la grotte, qui va effectivement s'introspecter, aller visiter sa terre intérieure pour y trouver la lumière, la remonter à la surface et ressortir avec sa vérité. Aujourd'hui, pour moi, comment dire, les Égyptiens avaient des laboratoires sous terre, travaillaient effectivement les métaux dans des grottes, dans des laboratoires souterrains. Et effectivement, pour moi, l'ermite est un alchimiste, clairement. Et aujourd'hui, l'ermite va faire quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va, comme je disais tout à l'heure, aller visiter sa terre intérieure. Et il y a aujourd'hui chez les alchimistes une devise qui s'appelle vitriol et qui est devenue une devise, mais qui est un composant chimique. Et ce vitriol signifie visite l'intérieur de la terre en rectifiant la pierre cachée tu trouveras. Aujourd'hui, l'alchimiste, la quête égyptienne, l'ermite nous invite clairement à faire ce travail alchimique, c'est-à-dire de descendre dans sa terre intérieure pour rectifier, pour transmuter et pour effectivement trouver la pierre. Et la pierre, c'est notre lumière, notre vérité, notre essence la plus pure. Et effectivement, de la remonter
à la surface. Coucou ma Juju. Donc du coup, ce qui va être très intéressant avec cet ermite, c'est que pour moi, il est la base, en tous les cas, de cette tradition hermétique que l'on retrouve chez les Égyptiens, qui étaient effectivement des forgerons, comme je le disais tout à l'heure. Alors, là, sur sur cet arcane-là, il n'y a pas ça, mais en faisant des recherches, je me suis retrouvée avec Oswald Verse, en fait, j'ai re-regardé un petit peu ses bouquins. Et en fait, pour lui, sur l'arcane de l'ermite, il y a un serpent rouge qui s'enroule autour du bâton. Donc le serpent rouge, en alchimie, c'est le feu. C'est le feu qui transmute, qui va permettre en fait le feu de la Tanor qui va transmuter la matière. Et aujourd'hui, l'ermite, c'est ce qui nous invite à faire, à transmuter intérieurement notre pierre pour pouvoir effectivement trouver notre comment dire, la pureté, l'essence. Et le serpent rouge, c'est aussi le fil rouge qui nous permet en fait de sortir du labyrinthe, du mensonge, de l'absurdité, de tout ce qu'on peut se raconter. Et l'ermite, c'est ce qu'il nous propose. Il nous propose d'illuminer notre intériorité pour trouver notre vérité. Et en fait, je trouve que alchimiquement parlant et au niveau de la quête initiatique égyptienne, qui propose effectivement d'aller en sortie au jour, d'aller vers la lumière et d'aller transcender ses ombres pour rencontrer l'essence la plus pure. On le voit au travers d'Isis, Osiris et Seth. Effectivement, Seth est un agent de dissolution, de transmutation pour Osiris, mais Osiris va pouvoir transcender ses ombres à l'intérieur de la terre en étant découpé, jeté dans le Nil, enfermé dans un sarcophage et ensuite reconstitué par Isis. Mais au bout du compte, ce qui est hyper important, c'est que la dissolution de ces ombres et la transmutation de ces ombres vont lui permettre d'être immortel et d'effectivement d'être cet or alchimique final. Donc je trouve que au niveau de l'ermite, c'est hyper important dans le tarot et on retrouve vraiment cette sagesse égyptienne, je trouve, et alchimique au niveau du tarot. Bon, ça, alchimique, je n'apprends rien à personne, mais en tous les cas, voilà. Alors, autre chose que je voulais vous montrer en termes d'arcane, c'est... alors, attendez, qu'est-ce que je suis en train de me perdre? La force, le pendu et la justice que j'ai perdue. Alors, je vous les montre ici. Alors, je vais commencer par la justice. Donc la justice, bon, ça, en termes de spiritualité égyptienne, on est sur la Maat, bien évidemment, c'est-à-dire l'équilibre entre l'équilibre et le chaos. Donc la fonction de la justice, c'est de maintenir un équilibre entre l'équilibre, la justice et le chaos, le désordre et l'équilibre. Alors, la justice, elle est très très importante aussi en alchimie parce que quelque part, l'équilibre des polarités, de mettre autant de féminin que de masculin va être hyper important au niveau alchimique et de pouvoir équilibrer ces polarités pour être en alignement va être hyper important. Donc on retrouve de toute manière au travers du mythe égyptien cette notion d'équilibre. Puisque de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, l'alchimie découle de la sagesse égyptienne. Et la sagesse égyptienne découle de l'alchimie. Donc l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Hein. Oui, j'enregistrerai le live. Donc on part de cette justice, de cet équilibre, de cette maths, nécessaire pour réaliser l'œuvre alchimique, pour réaliser le parcours de l'initié jusqu'à la réalisation, jusqu'à la quête de lumière. Il va nous falloir de l'équilibre. Déjà, c'est-à-dire de mettre la même quantité de polarité, de ne pas mettre plus de l'un ou plus de l'autre, et en acceptant aussi de devoir en permanence rééquilibrer, parce que de toute manière, l'équilibre est impermanent. Et il est nécessaire à l'équilibre d'avoir du chaos pour maintenir
la justesse. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, et il n'y a pas de lumière sans ombre. Ensuite, dans cette quête alchimique, là, et dans cette quête initiatique, on va pouvoir aller sur la force. La force, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Une fois qu'on a équilibré nos polarités, on va être dans la maîtrise. Parce que on équilibre, ok, là c'est ok, on a réussi à équilibrer, maintenant on va centrer. On va centrer et on va aligner. La force, son enseignement, c'est l'alignement. C'est de dompter l'ego, c'est de dompter l'animalité, le sauvage et les instincts pour rester en équilibre, bien évidemment. C'est intrinsèquement lié, hein, mais pour effectivement pouvoir s'aligner. S'aligner sur quoi? Elle a un chapeau hein, en forme d'infini. Donc elle va s'aligner sur le tout. S'aligner sur le cosmos et l'univers. En s'alignant sur le cosmos et l'univers, une grande directive que donnent les alchimistes, c'est que pour pouvoir faire pénétrer la lumière, il faut être stable, équilibré et aligné. Ce qui va permettre en fait de capter la lumière, c'est l'immobilité. Alors quand je dis immobilité, ça veut dire alignement, ça veut dire de faire taire les dualités. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, il y a une impermanence là-dedans. Donc il y a une vigilance à avoir. C'est ce que nous apporte aussi la force, puisque la maîtrise va demander une forme de vigilance face à l'ego, face à ses instincts. Mais pour un but bien précis, l'alignement, c'est pour pouvoir capter la lumière, le tout, l'univers et être en lien. Et sortir, comme je disais tout à l'heure, du jeu. Parce que le mat, il sort du jeu. Et quand je dis jeu, G-E-U, jeu, J-E. Et il va effectivement être hors cadre, hors règle, hors... Et on retrouve cet or. Or alchimique, or lumière, ce que vous voulez. Donc voilà. Donc une fois qu'on a aligné, effectivement, et je ferai un parallèle ensuite avec le mythe d'Isis et d'Osiris, on voit ici qu'elle tient un lion, d'accord, cette force. Et cette force, aujourd'hui, je la lis beaucoup à la déesse Sekhmet, et la déesse Sekhmet, elle doit se maîtriser. Et effectivement, pour se maîtriser, elle devient de l'or alchimique, puisqu'elle devient une guérisseuse. Elle devient, alors, c'est pas que en fait la guérisseuse c'est la finalité du chemin alchimique, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais elle est en train effectivement de canaliser la force solaire et la lumière pour pouvoir illuminer la matière. Et la maladie, c'est de l'ombre. C'est dense, c'est épais. Et effectivement, c'est l'énergie. Quand on fait des soins énergétiques, on va transmuter l'ombre en lumière. Et effectivement, c'est à partir du moment où on va travailler sur l'équilibre, la maîtrise, qu'on va effectivement intégrer Sekhmet. Alors ensuite, on a le pendu. Je parlais tout à l'heure de maîtrise. Ben, le pendu va nous permettre de garder cette immobilité intérieure, ce centrage, cet arrêt pour pouvoir être en capacité de recevoir et de transmuter à l'intérieur de nous. Alors, on a transmuté, on transmute, mais on fait aussi l'arrêt, l'immobilité pour faire passer la lumière intérieurement. Celles qui font du soin énergétique, du Reiki ou quoi que ce soit, connaissent très bien ce principe-là. C'est-à-dire qu'on peut pas faire passer un soin énergétique quand on est archi agité. On va être obligé de faire un centrage, on va être obligé d'équilibrer ses énergies, on va être obligé de maîtriser son ego et on va devoir être dans l'immobilité pour être en état de réceptivité. Le pendu, il offre quelque chose aussi de très intéressant dans cette dynamique de la sortie au jour, de tout ce que j'avais pu dire jusqu'à maintenant. Pour ceux qui arrivent, vous regarderez le replay. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le pendu, en fait, il voit les choses de façon différente. Il a une autre façon de percevoir le monde. On dit souvent quand on tombe sur cet arcane-là, qu'en fait il faut changer sa perception, qu'il faut changer ses lunettes pour pouvoir évoluer, transcender, passer sur une autre étape.
Et effectivement, en alchimie, dans la quête initiatique, à tout moment, pour pouvoir capter la lumière, pour pouvoir capter l'essence, pour pouvoir transcender l'ombre intérieure et pour pouvoir être sur une autre étape, il va falloir penser autrement. Si effectivement je suis en permanence sur des choses denses, sur tout ce qui m'arrive, en train d'effectivement avoir une vision extrêmement, je sais pas, culpabilisante ou triste de la vie, je vais avoir beaucoup de difficultés à appréhender le beau, l'émerveillement qui sont nécessaires à la quête. On en parle beaucoup, hein, l'émerveillement, le fait de retrouver une âme d'enfant, c'est essentiel effectivement pour pouvoir voir le beau et voir la lumière en chaque chose. Alors, là, je suis pas en train de faire l'apologie d'il faut plus avoir d'émotions et de machin et de tout ça, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Simplement, j'essaye de faire un parallèle entre la spiritualité, la quête et effectivement le tarot et les enseignements du tarot de Marseille. René Lachaud utilise une phrase qui est très intéressante sur des enseignements de Thoth, que je vais remettre en perspective sur cette triade que je suis en train de vous présenter. Il dit « pense autrement, ne pense pas comme le vulgaire ». Et aujourd'hui, je pense que pour initiatiquement avancer, comprendre la pensée hermétique égyptienne, ça nécessite de passer par ce pendu, c'est-à-dire de changer sa perspective et son point de vue. Et aujourd'hui, pour moi, ensuite, on passe sur l'arcane 13, on est passé sur le 12 et on passe sur la 13, et sur la 13, on va pouvoir renaître, laisser mourir la vision qu'on peut avoir du monde, la vision qu'on peut avoir des choses, pour effectivement renaître à une autre conscience. On va laisser, au travers de ce pendu, nos croyances, nos certitudes, nos façons de voir le monde, pour effectivement labourer notre terre intérieure et renaître à une autre conscience. Et aujourd'hui, dans la triade Isis, Osiris et Seth, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que cette agent de dissolution, parce qu'on pourrait la mettre là, on peut la mettre là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est spiralé. Donc en fait, ça marche aussi bien dans les deux sens. Peu importe que ça suive ou qu'elle se soit avant ou après. Simplement, ce sont des arcanes qui vont nous permettre de comprendre un chemin initiatique. Aujourd'hui, Seth se fait démembrer, Osiris se fait démembrer par Seth, qu'on peut voir dans l'arcane de la mort, comme la faucheuse, qui va venir effectivement le dépecer, lui enlever ses membres, comme je disais tout à l'heure. Et effectivement, il va devoir, en fait, Isis, au travers de la justice et pour rétablir la mat, pour rétablir l'équilibre, va devoir restituer le corps d'Osiris. Et pour restituer le corps d'Osiris, elle va utiliser une forme de force, une forme d'alignement, et elle va recréer cette structure osirienne et relever le pilier Djed pour qu'effectivement Osiris puisse se réaligner et puisse derrière, effectivement, renaître avec l'arcane sans nom à une autre conscience. Et devenir, du coup, cet être immortel qu'on connaît, ce Dieu qui, effectivement, a transcendé la matière pour devenir simplement lumière. Alors, je sais pas si ça va, dites-moi si vous me suivez ou si c'est l'enfer pour vous. Ce que je voulais aussi finir avec, comment dire, l'arcane sans nom, c'est qu'en fait, dans la tradition égyptienne, c'est une tradition essentiellement agricole. Enfin, essentiellement, c'est une tradition où la terre a énormément d'importance et Osiris est le dieu de la végétation. Il est symbolisé par un grain de blé au travers des différents cultes qui lui sont rendus. Et pour symboliser la renaissance du dieu, on plante des grains dans des petits pots de terre qui vont germer en forme d'Osiris. Donc du coup, là on voit en fait au travers de la terre noire du Nil, qui a effectivement été fertilisée par les crues, le limon noir, hein, on est clairement sur de l'alchimie, les terres noires d'Égypte.
Et il faut savoir que la renaissance du dieu, Osiris, intervient à la fin des crues, après les crues du Nil. Donc, on est quand même ici sur la plantation alors là, on voit des êtres humains, mais le dieu est enterré, la graine est enterrée, et pour pouvoir germer, il va falloir qu'elle pourrisse. Et une fois qu'elle a pourri, elle va pouvoir libérer son potentiel de lumière, puisqu'elle s'est libérée de son enveloppe de matière, et elle va, grâce au soleil, grâce au feu, grâce à la chaleur, pouvoir sortir de terre. On retrouve cette notion du phénix, on retrouve, enfin voilà, plein de choses. Et on voit que la végétation, là, elle est florissante, hein, elle commence à fleurir. C'est parce que c'est ce qu'on a laissé pourrir qui va effectivement refleurir. Et dans cette notion alchimique, il y a une phrase de René Lachaud qui est très intéressante et qui dit « Pour comprendre le pain, médite sur le grain ». Et aujourd'hui, la quête alchimique, c'est ça. La quête initiatique égyptienne, elle est là. C'est-à-dire qu'elle est faite d'un cheminement et de tout un cheminement autour de cette notion d'enveloppe, de matière, de lumière, d'esprit, de hack, de lumière, qui va permettre à l'esprit de se libérer de la matière. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, quelque chose d'aussi intéressant que je voulais vous partager par rapport à la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, elle est là. Alors, là, je vais vous faire une petite interprétation personnelle que je me suis fait il n'y a pas très longtemps. J'ai écouté une conférence sur l'alchimie en terre d'Héliopolis. Le monsieur, René Lachaud, du coup, qui en fait faisait tout un exposé sur l'alchimie égyptienne, a soulevé quelque chose qui m'a hyper interpellée en disant, ben oui, les Égyptiens, de façon cyclique, détruisaient leurs temples, déconstruisaient leurs temples et en reconstruisaient d'autres à l'identique, mais alignés de manière différente. Et là, je me suis dit, incroyable. Et il les alignait sur quoi? Sur les étoiles. Donc, arcane 16, arcane 17. Arcane 17, arcane 16, on s'en fout dans quel sens on les met, mais elles se suivent. Elles se suivent et je me suis dit, tiens, c'est étonnant. La Maison Dieu, c'est l'arcane de la structure. Et l'arcane de la structure, c'est un temple, c'est une tour, il y a des ouvertures qui peuvent faire rentrer la lumière. Le fonctionnement d'un temple, c'est de fonctionner à huis clos, d'être le réceptacle de l'énergie divine. Et du coup, le chapeau est ouvert, la lumière rentre à l'intérieur, mais du coup, on a l'impression que le temple, il faut qu'il soit détruit. Alors détruit parce que, à mon sens, il est plus aligné. Et il est plus aligné sur quoi? Il est plus aligné sur les étoiles. Et les Égyptiens vont déconstruire le temple pour qu'il soit de nouveau aligné avec la lumière céleste et les étoiles. Alors, l'étoile, c'est aussi l'étoile Sirius. L'étoile, peu importe. Alors là, les temples avaient des constellations sur lesquelles ils étaient alignés, mais si on prend l'étoile Sirius, on sait que l'étoile Sirius était destinée, c'est Isis Sirius, annonçait, lorsque le lever héliaque de l'étoile Sirius se faisait, c'est-à-dire que le lever se faisait à peu près en même temps que le soleil, ou je sais plus, enfin bon bref, je voudrais pas dire de bêtises, je vous repréciserai, c'était l'annonce des crues du Nil. Donc on retrouve cette notion de l'eau, de cette déesse qui verse de l'eau dans le Nil pour le faire complètement gonfler en fait de l'eau céleste, l'eau lunaire, l'eau céleste, l'eau des étoiles. Et en fait, pour en revenir à cette maison Dieu, aujourd'hui, nous, dans notre intériorité, dans notre chemin initiatique, on doit déconstruire notre temple intérieur régulièrement parce qu'on n'est plus aligné
avec les étoiles. Et les Égyptiens transposaient ça à leur temple, mais parce qu'à l'intérieur de leur temple, ils exerçaient leur rite initiatique, et à aucun moment ils ne pouvaient exercer leur rite initiatique si le temple n'était pas aligné avec les eaux célestes. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Ça me fait complètement entrevoir cette carte de la maison Dieu comme étant le temple intérieur, comme étant le temple de nos croyances, de nos certitudes, mais aussi le temple de nos structures. Et là où peut rentrer la lumière, il faut qu'elle rentre. Et si elle ne rentre plus, cette lumière, c'est parce que le temple n'est plus aligné correctement. Et on revient à la force qui nécessite, et à la justice, qui vont nécessiter en permanence de se rééquilibrer, d'accepter de déconstruire pour pouvoir réaligner sur les étoiles et sur le céleste. Je crois que alors je pourrais, mais pendant des heures en fait faire des parallèles et tout ça, et puis j'espère que c'est pas trop imbuvable pour chacun d'entre vous, mais je pense que ça m'a tellement passionnée et ça m'a tellement habité pendant plusieurs nuits que je me suis dit faut que j'en parle. Alors il y a rien de nouveau sur le soleil par rapport aux arcanes du tarot de Marseille, mais je pense que la lecture qu'on peut en avoir est hyper intéressante. Alors je parlais tout à l'heure du lever de l'étoile Sirius, donc qui va venir gonfler les eaux du Nil. Et on a derrière le soleil, l'arcane du soleil. Donc l'arcane du soleil, on voit de petits personnages qui sont effectivement assez juvéniles et qui effectivement sont, retournés à l'état d'enfant, peut-être une éternelle jeunesse, possiblement. Et ce qui est effectivement très intéressant de comprendre, c'est que l'or alchimique, l'or, la lumière donne cette cette immortalité et cette éternelle jeunesse. Mais c'est quoi l'éternelle jeunesse au bout du compte dans la quête initiatique? Comme je disais tout à l'heure, c'est garder son âme d'enfant. C'est de garder son âme d'enfant, et on sait une chose essentielle, c'est que les enfants fonctionnent avec la conscience du cœur et non pas avec la conscience de l'intellectualité. Et là, on va retrouver deux enfants qui jouent ensemble, ils co-créent quelque chose. On retrouve cette notion de fraternité aussi autour de cet arcane du soleil. Et l'arcane du soleil, la fraternité chez les Égyptiens, elle est essentielle dans la quête initiatique parce qu'on ne peut pas faire une quête initiatique on fait une quête initiatique pour soi-même, bien évidemment, mais dans un but collectif. Et le collectif, c'est l'élévation, c'est le fait de transcender la matière pour amener de la lumière sur la matière. Et c'est quoi la quête de la prêtresse? C'est quoi la quête ultime? C'est effectivement de pouvoir ramener cette lumière céleste dans la matière. Et on voit ces gouttes aujourd'hui là autour du soleil. Et pour moi, alors on peut dire que c'est des gouttes d'or. Oui, c'est des gouttes d'or selon certaines interprétations. Mais pour moi, le lever héliaque de l'étoile Sirius, anciennement dans les anciens, attendez, je regarde juste l'heure. Faut pas que je traîne. Se levait le 19 juillet dans les anciens calendriers. Le 19 juillet, c'est l'été. On est en plein dans l'été, et ce qui m'y a fait penser, c'est René Lachaud, toujours dans cette thématique de cette conférence, qui parlait de ce 19 juillet et de ce soleil, de ce feu alchimique qui vient quelque part permettre à l'eau de s'évaporer, qui permet aux eaux du Nil qui ont été inondées, au Nil qui a été inondé, de pouvoir ensuite être fertilisé. Et l'or, c'est le blé. La culture du blé, le grain de blé dont je parlais tout à l'heure, c'est de l'or pur. Si vous avez déjà regardé un champ de blé, vous avez l'impression de regarder un champ d'or. Et en fait, au bout du compte, alors j'espère que je m'extrapole pas trop, mais
Ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que entre la nature, la quête intérieure, la quête initiatique, il n'y a pas de séparation. Et les Égyptiens n'en faisaient pas. C'est-à-dire que leur meilleur laboratoire était la nature. Et aujourd'hui, le soleil nous ramène à cette... parce que sans les crues du Nil, il peut pas y avoir de vie. Les eaux matricielles et le soleil sont importants dans la quête. Voie humide, voie sèche, alchimique, on a ces deux composantes. Et aujourd'hui, quand on prend la lune, par exemple, et qu'on les relie entre elles, alors attendez que je la retrouve, on retrouve ces mêmes gouttelettes sur les deux arcanes du tarot. On retrouve des similitudes de personnages, mais ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est cette là, ici, dans le soleil. Ce qui est très important, c'est qu'on retrouve le 2, le 1, et le 2, avec le 3, forme le 1. En gros, l'unité est contenue dans la Trinité. C'est-à-dire que les trois composantes, l'unité contient le 3. Et ça, c'est hyper important. Le corps, l'esprit et la matière. Ensuite, ce que je voulais vous dire, là, ici, dans la lune et le soleil, pour moi, il y a une claire analogie avec le dieu Horus. Le dieu Horus est un dieu solaire. Et aujourd'hui, on sait que dans la mythologie égyptienne, il contient les deux polarités, le soleil et la lune, pour une raison simple, c'est qu'il a un œil solaire et un œil lunaire. On retrouve encore, dans cette notion alchimique, l'équilibre des polarités passives et actives, dans cette quête initiatique, la réceptivité, l'action, le soleil, la lune, et on va les retrouver au travers de Isis et Osiris, qui, en se réunissant, vont donner un être unique contenant les deux polarités, donc le 3. Bref, et cet esprit trinitaire, il est essentiel dans la cosmogonie héliopolitaine puisqu'on le retrouve à chaque fois. Et quand je parle de cosmogonie héliopolitaine, je parle d'Isis, Osiris, Anubis, tout ça. Alors, je vais finir juste sur l'amoureux parce que j'avais envie de finir sur ça. Pour moi, l'amoureux, c'est une des cartes alchimiques et chère à la pensée égyptienne. Pour moi, aujourd'hui, on retrouve encore cette trinité, on retrouve encore ces trois principes, on retrouve encore un certain nombre de choses. Mais surtout pour moi, l'amoureux, c'est la réunion de la conscience et de l'intellectuel, de l'émotion et de la sensation, du sentiment et de la raison. Pour moi, c'est vraiment, l'amoureux, il est au carrefour entre le personnage central, il est là, il porte les couleurs là en rayures. Et puis, il est entre la raison, le sentiment, entre l'intellectuel et le cœur. Et Cupidon, lui, va lui lancer une flèche en plein cœur parce que, quelque part, la sagesse égyptienne, elle est celle-ci. C'est de pouvoir descendre dans sa conscience Ib, la conscience du cœur, et de pouvoir effectivement faire des choix, non pas intellectuels, pardon, j'ai eu peur, ça, la porte a claqué, mais des choix qui sont des choix en lien avec notre ressenti, notre sensation. Ça veut pas dire qu'on rejette la raison, mais ça veut dire qu'on va aussi devoir trouver un équilibre. Et on va devoir de nouveau repasser par la justice, repasser par l'alignement, repasser aussi par le chariot qui va nécessiter de s'engager, d'aller sur une voie bien précise. On va devoir faire de l'assise personnelle. Enfin, voilà, je pourrais vous faire tout le tarot de Marseille, mais c'est pas le but de cette vidéo. C'était vraiment de mettre en lumière certains arcanes qui me semblaient vraiment essentiels dans cette quête alchimique et certains points que j'avais envie de partager. Pour finir aussi sur la lune et le soleil, je pense que en fait, quand on parle de Horus avec ses deux yeux,
lunaire et solaire, je pense qu'il porte à merveille les deux voies alchimiques dans une réunion totale qui mène à cette espèce de quête d'absolu. Donc voilà, je vais pas trop tarder parce que il reste 8 minutes sur le live et je voudrais absolument pouvoir l'enregistrer. Donc je vous laisse 2-3 minutes pour me poser peut-être 2-3 questions et ensuite je couperai et sinon je répondrai en MP. Alors en fait il faut se réaligner, s'ajuster perpétuellement si j'ai bien compris. Oui, en permanence parce que le réajustement, l'agitation, le désaxage ne permet pas d'être aligné avec le passage de la lumière, de l'esprit, de ce que tu veux. À partir du moment où on est en impermanence, et c'est impermanent parce que la vie est cyclique, parce que la vie est impermanente. Donc il faut suivre le mouvement, ne pas résister, comme le pendu nous l'apprend, mais se réajuster en permanence. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais en rester là. De toute façon, il va être en replay, le live. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous avez envie voilà, de poser des questions à la suite de ce live, j'y répondrai. Peut-être pas ce soir parce que là, je vais aller me reposer après une semaine bien chargée. Mais voilà, j'y répondrai peut-être samedi ou lundi. Je vous remercie pour votre présence, d'être resté, parce que je sais que c'est pas un sujet facilement abordable. Mais voilà, je pense que à ceux qui voilà auront pris ce qu'il y avait à prendre, comme le dit si bien René Lachaud, vous serez peut-être juste venu pour un mot. Voilà, mon René que j'aime profondément. Voilà. Avec plaisir, ma belle Déborah. Merci à vous les filles. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à tout bientôt.